On n'est pas bien là? Tranquille, pépère avec la musique. Comment allez-vous? Moi, ça va pas trop. Pourquoi? Bah, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, vous voyez ces beaux plans de moi en train de marcher, avec un beau paysage en effet. Mais le truc, c'est que cette vidéo devait être tournée quasiment dehors. Mais en fait, mon micro marchait plus en fait. Voilà. Est-ce que j'ai envie de me pendre? Oui. Donc le seul plan qui me reste, c'est celui-là. Ah oui, il y a ce plan aussi. Voilà. Et c'est une bonne occasion de caler ma chanson préférée en même temps. Donc voilà. Ben, on va se débrouiller avec ce qu'on a, hein. Mais au final, j'ai trouvé une solution. Donc voilà. Vous êtes content, non? Non? Allez, c'est parti. Cela fait quelques temps que je voulais parler de manga sur cette chaîne. Pourtant, je n'ai jamais eu l'occasion à part sur mes TikTok et mes shorts. Allez voir si ça vous intéresse. C'est un milieu qui me plaît et que j'apprécie depuis mon enfance. Donc, je voulais vraiment analyser un manga de A à Z, aller plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Alors, en octobre, pendant ma session catastrophique du cégep, je fouille dans mon manga list de l'époque et je tombe sur cette pochette étrange et très enfantine avec un petit oiseau tout mignon plutôt kawaii. Vous avez compris, je m'adapte parce que c'est le Japon en fait. Je suis comme, c'est quoi cette merde? Je commence à lire et je réalise c'est assez déprimant, assez triste, donc parfait pour la chaîne. Maintenant c'est un élément récurrent à force, vous l'avez deviné. Le nom de ce manga c'est... C'est bon, ça tourne? Ok. Prise 1. Allez, c'est parti. Ce manga, c'est Bonui Poon Poon. Ça, c'est un cadreur en or, ça. Regardez-moi ce cadreur incroyable. Oyasumi Poon Poon est un manga seinen qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se prénomme Poon Poon. De l'école primaire à ses 20 ans, on le suit avec ses aventures et ses épreuves de la vie. De l'auteur Inyo Asano qui a fait des mangas qu'on connaît bien comme Solaline qui est connu pour les fans de manga. Je sais pas si vous avez entendu parler. Sa description et sa manière de raconter les choses l'a vraiment fait connaître dans son style assez graphique et voilà, je vais pas vous spoiler mais il est connu pour un truc assez bizarre. Ce manga particulier, Bonui Poon Poon, est l'œuvre qu'il a fait le plus connaître, qui est publié entre 2007 et je crois 2013, si je me rappelle bien. Il est même considéré comme un chef-d'œuvre pour certains. On va essayer ici de comprendre pourquoi il a eu tant d'éloges et est considéré comme cela. On va essayer de décoder son message et comment les personnages évoluent dans cette série. Donc c'est parti. Voilà, j'ai froid. Avant, parlons un peu de l'auteur. Asano Ino est un mangaka connu pour ses mangas assez réalistes et déprimants, dans le genre Slice of Life, tranche de vie en français. On remarque avec ses autres œuvres qui précèdent Bonui Poon Poon que le style désabusé et déprimant de son écriture est présent dès le début de son premier manga. C'est un auteur qui écrit sur lui et illustre sa vision du monde dans ses œuvres. Cela devait être la norme en réalité. Après, je remarque avec son troisième one-shot, La Cité de la Lumière, un certain poids de l'environnement qui affecte les personnages. Cela impacte fortement leur comportement, etc. Qu'on peut également percevoir dans Bonui Poon Poon. Bref, Asano a des thèmes qui lui tiennent à cœur et des procédés récurrents dans chacune de ses œuvres. Je vous recommande d'ailleurs Solaline, qui est l'un de mes œuvres préférées d'Asano. J'aime bien le vibe qui se dégage durant sa lecture. J'ai fait un short dessus en passant. Par ailleurs, Asano n'apprécie plus du tout ses anciennes œuvres, notamment Solaline qu'il trouve beaucoup trop gay. Il a décidé de faire un truc totalement différent dans sa prochaine histoire longue, qui est donc Poon Poon. On le voit également s'inspirer de certains de ses propres travaux et reprendre des propos qu'il avait déjà entamés dans ses anciennes histoire, en prenant une autre tonalité, ce qui donne un classique de la bande dessinée japonaise. Tout d'abord, de quoi parle Bonui Poon Poon? Quelle est sa storyline? Je vous recommande fortement d'avoir lu le manga avant, qui fait environ 150 chapitres, puisque durant l'analyse, je vais spoiler sa grand-mère. Mais je vais quand même résumer un petit peu pour rappeler les souvenirs de certains d'entre vous, qui ont oublié l'histoire. Faites un effort les gars. Nous suivons la vie d'un jeune garçon japonais de 11 ans qui se nomme Onodera Poon Poon. Certes, il a une apparence d'un petit oiseau, mais faites comme si on n'avait rien vu. Idéaliste et romantique à souhait, Poon Poon voit sa vie prendre un tournant subtil, mais néanmoins surprenant. Lorsqu'il rencontre sa nouvelle camarade de classe Aiko Tanaka, c'est alors que le garçon tranquille apprend à quel point entretenir une relation peut être inconstant, et les difficultés surmontables de la transition d'une enfance naïve à l'âge adulte alambiqué. Lorsqu'il découvre que son père agresse sa mère un soir, Poon Poon se rend compte d'une autre chose. Ce qu'il admirait n'était pas aussi impressionnant qu'il l'avait cru. Nous suivons également la vie de d'autres personnages, des histoires parallèles à l'histoire de Poon Poon, comme l'histoire de son oncle Yuji, de Seki et Shimizu, ses amis d'enfance, et de Pégase, un leader d'une secte. Ces storylines ne sont pas forcément reliées à Poon Poon.
De son côté, et au fur et à mesure que ses problèmes s'aggravent, la timidité de Poun se transforme en reclusion volontaire. Au lieu de se guérir de ses problèmes et de ses émotions contradictoires, cela ne fait que les intensifier. L'entraînement sur le sombre chemin de la maturité sur cette sinistre saga du passage à l'âge adulte. Je pense que c'est assez simple et ça n'en dit pas trop aussi. Évidemment, je vais spoiler comme je l'ai dit plus tôt. Je vous conseille fortement d'avoir lu Bonne nuit Poun avant de regarder cette vidéo. Parce que dans 3, 2, 1... Je vous ai prévenu les gars. Bref, abordons l'un des éléments fondamentaux de cette œuvre. Et c'est... Les personnages dans cette œuvre sont, je pense, l'élément le plus indispensable afin de comprendre le propos du manga. On se concentrera sur 8 personnages que la communauté considère comme principaux. Ces personnages constituent le cœur du manga. Commençons par le personnage principal tout simplement. Parlons tout d'abord de ce qu'on voit en premier chez Poun, son apparence physique. Déjà oui, Poun a une apparence humaine, on peut le voir avec le dessin de Sashi. Aussi, dans certains passages, on peut voir ses bras, ses jambes, mais jamais son visage. Pourquoi? En vrai, c'est assez facile à comprendre. C'est au personnage principal. Également, l'apparence de Poun change durant l'œuvre. J'avais une explication super profonde sur le sujet, comme quoi l'apparence de Poun change avec l'état d'esprit à un moment, etc., etc. En fait, il avait juste la flemme de dessiner comme d'habitude Poun. Du coup, il changeait de temps en temps. Voilà. Asano essayait juste de retranscrire la vie d'un japonais typique. Néanmoins, je pense pas que c'est le seul objectif, puisque Poun a une personnalité distincte dans certains aspects. Avec un père alcoolique et violent et une mère suicidaire, c'était déjà FF dès le début pour lui. Plus on avance, la situation de Poun s'aggrave, ce qui l'amène à cette fin tragique, comme vous le savez, puisque vous avez lu. Dès l'enfance, on le voit se confronter à des choses compliquées comme un divorce, la démystification de ses proches comme son oncle, comme le passage où il dit que Dieu n'existe pas, devant la mère d'Aiko. La question que je me pose, c'est quel est l'élément qui a basculé Poun, vraiment le premier truc qui a fait que c'est parti en couille. J'aurais dit la rencontre avec Aiko, mais c'est plus précis que ça. Je pense que c'est la promesse qu'ils se sont faites. Cette foutue promesse qui a ruiné cette relation dès le début jusqu'à la fin. Elle a condamné Poun à se mettre une pression de malade. Bien sûr, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas capté que c'était juste un simple délire d'enfant. Pendant tout le long du manga, Poun prend beaucoup de choses au pied de la lettre. Il est le genre de personne qui regarde toujours vers le passé et a du mal à regarder vers l'avenir. Bah vous voyez le sketch de Léopold Le Pérave, Gérard, c'est pareil en fait. Également, chez Poun, on peut voir un gros manque d'empathie et de compassion. Il a un vrai détachement émotionnel avec les personnes qui l'entourent, surtout durant son adolescence. On peut comparer cela au dilemme de l'hérisson dans Evangelion. Quelqu'un qui a peur de blesser une personne ou de se blesser, alors pour éviter cela, il coupe toute relation humaine. Ce qui crée un énorme isolement social et on le voit très bien dans le manga. Le moment où Poun déménage et vit tout seul, c'est une période extrêmement difficile pour lui. Au fil de l'aventure, nous rentrons dans sa psyché et nous entendons tous les raisonnements qui lui poussent à agir comme il le fait. Le début de son âge adulte est assez catastrophique qu'intéressant. Lors des retrouvailles d'Aiko, il essaie de réaliser l'un de leurs rêves. Cela ne se passe pas du tout comme prévu. Durant cette période, Poun devient une sorte de buff qui veut juste assouvir ses pulsions et son objectif qu'il partage avec Aiko. Cette apparence vient juste après avoir soi-disant tué la mère d'Aiko. Il justifie cette apparence avec les étoiles justement. Car dans le premier chapitre de Poun il y a une sorte de constellation qui justifie le sort de triangle amoureux et Poun représente le buffle. Hormis cela, beaucoup de questions sur cette scène comme une simple chose, pourquoi Poun était prêt à tuer quelqu'un? Eh bien on est tous prêts à tuer quelqu'un. Un peu bizarre mais laissez-moi l'expliquer. Tout dépend des circonstances de la situation. Des mauvaises conditions et au mauvais moment, un meurtre peut être fait. Et c'est totalement le cas lors de cette scène. Il était prêt à tout pour son objectif car il était désespéré dans sa vie et prêt à sauver sa copine. À la fin de tous ces événements dramatiques et profondément traumatisants, il veut simplement disparaître de la planète. Cependant, chaque occasion est faite pour qu'il vive. Déjà, Sashi qui a écrit un manga en s'inspirant de Poun, Pégase qui sauve entre guillemets la planète d'une météorite, etc., etc. De base, Asano voulait tuer Poun, mais il a pensé que mourir est beaucoup plus facile que vivre. Donc laisser vivre Poun est un moyen de le faire comprendre qu'il a encore une chance de vivre heureux. Mais il reste encore des difficultés et des épreuves à surmonter. Parce que la vie n'est tout simplement pas facile. Je pense que Poun représente tous les défauts, tous les pensées négatives que Asano a eues durant sa vie. C'est une hypothèse qui peut se tenir. Parlons maintenant d'Aiko.
un personnage très intéressant et très apprécié. En effet, elle a eu un impact très majeur dans l'œuvre, alors qu'elle apparaît très peu finalement. Grâce à cette idéalisation de cette femme, Aiko a une sorte d'aura autour d'elle tout au long de son absence. Lorsque nous la retrouvons, il n'y a rien de magique ou de romantique dans les retrouvailles avec Poon. C'est juste une simple rencontre comme dans la vraie vie quoi. On comprend qu'elle a changé et grandi, comme tout le monde, ce qui enlève tout mysticisme chez elle. Mais avant, on va parler un peu de son enfance. Dès le début, on peut deviner qu'Aiko vit une vie pas facile avec sa mère, seule déjà, avec un père en prison. De plus, on comprend que sa mère a une emprise sur sa fille. Et cela se confirmera plus tard. Malgré cela, elle était une fille très extravertie et courageuse. Pourtant, plusieurs de ses anciennes amies l'ont qualifiée d'étrange et de bizarre. D'une part à cause de sa mère qui fait partie d'un culte, et parce qu'elle a également traîné avec des gars comme Poon. Après quelques embrouilles avec ce dernier, car oui, ils s'aimaient déjà quand ils étaient petits, j'ai oublié de le mentionner, son comportement commence à changer. Elle devient de plus en plus taciturne, depuis son arrivée au collège. C'est également à ce moment-là qu'elle développe ce sentiment d'être aimée à tout prix par quelqu'un, qu'elle veut être la seule priorité d'une personne. Lorsqu'elle était en couple avec le joueur de badminton Yaguchi, elle admet à Poon que son petit ami a beaucoup d'autres choses à faire qui lui sont chères et qu'elle serait heureuse qu'ils se séparent. Alors que c'est pas forcément le cas chez Yaguchi. On voit que sa vision des relations amoureuses est un peu toxique et peut la mettre en danger, ce qui va être le cas justement avec Poon. Lorsqu'on retrouve Aiko plus grande, ce sentiment n'a pas disparu, au contraire il est encore plus présent. Et quand la mère d'Aiko se fait tuer par Aiko justement et non par Poon, on peut apercevoir le véritable comportement de nos protagonistes. L'un, depuis cet événement, essaye à tout prix d'être rationnel et de s'en sortir comme une machine, et de l'autre, une simple fille perdue est aussi libérée par l'emprise de sa mère et s'enfuit avec la personne qu'il aime. Cependant, elle ne retrouve plus le garçon qu'il aime, à cause de toute la responsabilité de l'événement qu'il prend en charge, alors que c'est pas lui qui a mis le coup de grâce. À cause de tout cela, elle perd espoir à petit feu. Quand elle avoue à Poon que c'est elle qui a tué sa propre mère, son désespoir s'estompe à un moment, puisque Poon lui dit qu'il assumera le blâme et les conséquences pour elle. Cela ravivait la flamme d'Aiko, qui voit enfin l'homme prêt à faire quelque chose pour elle, et qui a des réels sentiments. Cependant, elle met quand même fin à ses jours, comme on le voit. Pourquoi a-t-elle fait cela? Eh bien, il est probable qu'elle se sentirait mal que Poon prend le blâme total de cet événement, et qu'ils ne pourraient pas vivre en paix ensemble. Et aussi, elle a peut-être choisi de libérer pleinement celui qu'il aime, des circonstances qui vivent, en gardant une belle image d'elle sans les conséquences qui suivent. Yuji est l'oncle de Poon du côté de sa mère, un personnage qui vit dans un profond remords. Ce ressentiment prévient d'une histoire. Lorsqu'il avait 28 ans, il était prof de céramique, je sais pas comment le dire, la poterie, prof de poterie, je sais pas. Il était très apprécié de ses élèves, en particulier Madame Yagi. Alors oui, petite rectification, la fille de Madame Yagi n'a jamais de nom dans le manga, elle est jamais nommée, et c'est pas cette personne-là qui flirte avec Yuji. Quand je parle de Madame Yagi, je parle de elle et non pas de sa fille, elle. Voilà, pour clarifier les choses parce que j'ai un peu mélangé les noms. Désolé. Reprenons. L'une de ses élèves qui s'intéressait beaucoup à lui. Le truc, c'est que Madame Yagi amène sa fille de 16 ans en classe et lui demande de lui enseigner pour tenter de capter son attention. Vous la sentez venir. Immédiatement, Yuji s'éprend de la jeune fille. Elle avoue de manière tout à fait anodine que sa mère l'attache dans la maison. Mais Yuji considère cela comme une vanne et change de sujet. Après avoir passé plusieurs de temps ensemble, ils acceptent de sortir ensemble. Avant de se séparer évidemment. Très gênant. Donc il y a eu une courte relation avec cette jeune fille mineure. Il quitte son travail après que Wajo, un collègue céramiste, ait blessé Madame Yagi à la demande de sa fille. Cet événement a complètement changé sa psychologie. Son attitude désabusée, son avis sur l'existence de Dieu et surtout son rapport avec le sexe opposé. Cette relation avec cette jeune fille a vraiment troublé les deux côtés et il n'envisage plus de relation à long terme et s'arrête seulement au plaisir sexuel d'une relation avec une femme. Pas avec la petite, hein, qu'avez-vous. Même s'il y a eu des trucs un peu limites. Voilà, on va s'arrêter là. Il développe une vision très perverse des relations amoureuses. Dès lors qu'il rencontre Midori, il tombe amoureux de cette fille et lui promet une fidélité éternelle. Pourtant, il n'arrive pas à tenir cette promesse. Et par contre, il s'enfuit très souvent en laissant sa femme seule avec son neveu. Nous connaissons la suite. Voilà. Frérot, je sais pas si c'est deux couples de youtubeurs qui sont mis ensemble ou je sais pas. D'ailleurs, un peu plus tard, lors de la scène où l'enfant de Yuji naît, fait un gros parallèle avec Poon. Premièrement, physiquement, ils se ressemblent. Et de deux, c'est comme si c'était une malédiction qui suit cette génération en voyant, soi-disant, Dieu dans l'œil de l'enfant de Yuji. Pour faire un parallèle avec Poon. En résumé, Yuji incarne la faiblesse de la chair. L'instinct sexuel qui pousse une personne à trahir non seulement son partenaire, mais surtout elle-même.
Sachi est avant tout une artiste. En première vue, assez évident. Elle est amoureuse de l'art, mais surtout du dessin. Elle a toujours rêvé de faire un manga d'ailleurs. Ce personnage, avec ses ambitions et son but, peut symboliser le lien entre l'auteur, Asano, et son métier, mangaka, pour parler de lui en même temps. Cet angle est aussi pas du tout positif. Asano représente les difficultés et les coulisses de son boulot avec la représentation des galères de Sachi, ce qui crée une sorte d'histoire méta d'un auteur qui parle de lui-même. Mais alors pourquoi se représenter en femme et pas en homme? Eh bien il y a un article qui décrit bien cela. Se représenter en femme et pas... Elle n'aurait pas pu représenter correctement la vision que l'auteur a de sa profession. Un amour maternel et la mère et la femme par excellence. En tant que telle, Sachi est une femme, no shit, qui a besoin de faire ses preuves. Une bourreau de travail qui se consacre à 110% pour atteindre son objectif, et ce besoin affecte ses relations sociales. Ce besoin acharné de prouver sa valeur et de contrôler n'affecte pas que son art, elle touche aussi son apparence physique. Nous savons qu'elle souffrait de boulimie quand elle était adolescente, et a exercé de nombreux emplois à l'université pour payer les multiples chirurgies esthétiques qu'elle a subies sur son visage. Elle se sentait obligée de faire cela, pour avoir un contrôle absolu sur elle-même. Lors de ses retrouvailles avec Punpun, Sachi se sent obligée de travailler avec lui, puisque la fascination de Punpun de l'espace et des étoiles l'a touché quelques années plus tôt, avec son poème, ou son histoire, ou je sais pas précisément, j'ai oublié. Elle s'est sûrement beaucoup inspirée des sentiments que Punpun a inscrits dans son carnet pour fabriquer son art. Travailler avec lui était comme renouer avec son rêve d'enfance qui est être mangaka. Au fil du temps, nous voyons Punpun et Sachi se rapprocher, énormément même. Ils ont déjà couché ensemble, et oui, mais on peut pas vraiment dire qu'ils sont ensemble, vous voyez, puisque Punpun n'a toujours pas tourné la page avec Aiko. Également, j'ai oublié de mentionner que Sachi, durant presque la totalité du manga, est enceinte et voudrait que Punpun l'accompagne à l'hôpital où elle voudrait avorter. C'est également à ce moment-là qu'Aiko revient et croise Punpun. Et ça commence à partir en couille. Sachi finit par ne pas se rendre au rendez-vous et trouve des draps ensanglantés en rentrant dans l'appartement de Punpun. Elle tente désespérément de le retrouver, mais ses tentatives échouent. Elle se rend compte qu'elle ne sait presque rien de sa vie en fait. Lorsqu'elle le retrouve enfin ensanglanté par terre près de l'usine de l'époque, elle l'emporte à l'hôpital. Déjà cela fait de Sachi un pote indispensable dans sa vie, mais avant tout pourquoi elle aide autant Punpun? Eh bien je pense qu'elle se retrouve en lui. Elle le voit comme une version d'elle-même plus jeune qui doute et qui est perdue. Elle aurait aimé que quelqu'un l'aide à cette période de sa vie, ce qu'elle fait donc à Punpun. Ou bien elle aime le fait que quelqu'un dépend d'elle, c'est possible. Par contre, il y a aussi un intérêt relationnel qui rentre en jeu. Dès le début de leur relation, il y a une tension sexuelle, par exemple lorsque Punpun a fait sa première petite affaire, et quand ils ont couché ensemble. Cependant, dans le dernier chapitre, on voit le gosse de Sachi et Punpun qui traînent ensemble. Je suppose qu'ils sortent ensemble, bien que Punpun reste avec elle juste pour le soutenir, même si ce n'est pas le père de l'enfant. C'est qui Ah oui, les blagues sont pas faites pour tout le monde. Hein. Seki est l'un des amis d'enfance de Punpun, et ils se recroisent plus jamais dans le manga. C'est un personnage très cynique, blasé et apathique. Cela ne vient pas de nulle part. Comme d'hab, revenons à son enfance. Durant sa jeunesse, ses parents ont eu des énormes difficultés financières. L'usine où travaillait son père a fait faillite, et il commence en plus à devenir alcoolique. Sa mère, acharnée de travail, n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. Cette situation l'amène à grandir et à mûrir rapidement. Seki développe une personnalité introvertie et se détache des gens autour de lui. Cependant, il se crée une sorte de bouclier de dur à cuire et de cynisme, comme je l'ai dit. Cette situation devient progressivement une spirale néfaste pour sa personne. Pour inverser cela, Seki doit croire en quelqu'un et lui faire confiance coûte que coûte. Cette personne ne peut être que son meilleur ami Shimizu. Par ailleurs, abordons son sujet. En effet, on dirait que Shimizu est resté bloqué en enfance, effrayé de grandir et devenir un adulte. On lui reproche de ne pas être un garçon normal. Sa relation avec Seki est très intéressante par ailleurs. En effet, Shimizu et sa mère accompagnent Seki à la sortie de l'école quand il était plus petit, car sa propre mère était trop occupée par son travail. Un jour, lorsqu'il traverse la rue, Seki aperçoit un camion qui se dirige droit sur eux, et n'a pas le temps de s'écarter de la route avec Shimizu. Et malheureusement, sa mère succombera. Cet événement a été traumatisant pour les deux enfants, et les a beaucoup rapprochés. Surtout pour Shimizu qui est toujours dans le déni et hallucine la présence de sa mère. Et même une sorte de divinité qu'il observe. Les hallucinations qu'il a ressemblent fortement à celles de Pégase d'ailleurs, on en reparlera plus tard. Leur amitié est vraisemblable. Effectivement, les deux se complètent pas mal. Les deux sont assez introvertis. Mais leur relation n'est pas tout à fait rose. Lorsque Shimizu cesse de traîner avec Seki, il se tourne vers Pégase qui lui offre des discours plaisants. Après le fameux incident où Seki sauve Shimizu, on n'est pas sûr s'il a vraiment survécu et il ne reconnaît même plus son ami. Une fin assez étrange pour les
les deux. On n'est pas sûr si tout est correct ou pas. Leur relation peut quand même se rapprocher à celle de Poun et Aiko. Mais la fin des événements est un peu différente. On peut interpréter la fin de ces événements comme si Shimizu est mort cérébralement, puisqu'il reconnaît plus son ami et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe après. Mais on va un peu loin quand même. Pégase est l'un des personnages que j'ai le moins compris durant ma lecture. Je ne comprenais pas pourquoi il était présent et quelle est son utilité dans le propos qu'Asano veut nous transmettre avec ses personnages. Lui en particulier. En premier lieu, j'ai mis l'hypothèse que Pégase et son culte étaient une simple critique des sectes au Japon. Et même chose pour la mère d'Aiko. En effet, au Japon, les principales religions se mélangent énormément dans les foyers japonais. J'avais lu un article qui disait cela. Pour beaucoup de Japonais, les pratiques religieuses font partie de la vie quotidienne et elles restent présentes même si elles ne donnent pas lieu à des interrogations métaphysiques. La carence religieuse des jeunes japonais est profonde. Les croyances qu'ils ont ne leur permettent pas de trouver des réponses aux questions qui hantent chacun de nous comme résumant l'énigme de notre présence en ce monde. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Qui suis-je? Ou encore les questions sur la vie, la mort, la maladie et l'existence de la vie après la mort. Beaucoup souffrent de cela et éprouvent une très grande frustration. Les sectes religieuses ont bien compris cela et tout en prenant que les religions traditionnelles ont fait preuve de leur échec, la plupart du temps leur enseignement est un mélange de plusieurs doctrines de religions traditionnelles dont elles font une interprétation très particulière. Souvent elles appuient leur dire sur des soi-disant nouvelles révélations venant de Bouddha, Jésus-Christ, Mohammed, Moïse, Abraham et d'autres encore. Certains gourous déclarent qu'ils sont la réincarnation d'un ou plusieurs de ces grands personnages ou encore qu'ils sont un dieu vivant. Tout cela en vrai peut se voir dans l'œuvre d'Asano. Les personnages qui rejoignent Pégase sont souvent des jeunes perdus dans la société japonaise. Ils voulaient montrer en quoi rentrer dans des bails comme ça peut être néfaste et peut même finir en désastre. Mais en fait, ce n'est absolument pas le cas. Asano n'avait pas du tout pour but de faire ça. Pourquoi Pégase existe? Eh bien, il explique dans son interview. C'est alors que j'ai décidé d'utiliser ce personnage que j'avais introduit plus tôt, Pégase, pour faire une histoire parallèle. Tout comme l'histoire de Poun et Aiko est un hommage aux comédies romantiques, celle de Pégase est en fait un hommage au manga shonen. Je suis presque sûr que personne l'a compris en lisant le manga, mais Pégase représente une équipe qui se battait vraiment contre le mal. De ce que j'ai compris, ce personnage et toute sa bande est une référence au manga shonen, comme avec le triangle amoureux entre Poun, Aiko et Sachi est une ref aux comédies romantiques. Effectivement, dans cet angle-là précisément, ça peut marcher. La secte veut sauver la Terre d'une météorite, entre guillemets imaginaire, on la voit jamais. Et donc Pégase réunit une équipe afin d'éviter cette catastrophe. Cette météorite fait parallèle avec l'histoire d'Aiko et Poun qui voulaient que la Terre disparaisse précisément par une météorite. Comme si c'était lui le personnage principal de l'histoire, alors que Poun est un simple personnage secondaire dans sa propre histoire. J'aurais pu remarquer cela plus tôt, parce qu'il y a une page qui présente le culte dessiné en mode shonen aventure. Bref, on se focus plus sur le personnage de Pégase, du vrai nom de Toshiki Oshikawa. C'est un individu très excentrique, un personnage qui vit en dehors des normes sociétales. On ressent une sorte d'obsession de sauver la Terre, c'est son seul objectif, et ce qui résume toute son existence on dirait. On apprend également que depuis petit il aime mener les gens, et être considéré comme un leader. Je pense qu'il a un sorte de complexe de Dieu, ou quelque chose de la sorte, puisqu'il se prend comme un sorte de prophète. C'est un personnage qui fait beaucoup parler de lui, alors qu'il est une simple histoire parallèle pour enrichir Poun. Est-ce que ce propos est bien amené? On verra ça plus tard. Alors Dieu n'est pas Dieu de la manière tout à fait monothéiste pour commencer. Voilà, on va un peu clarifier les choses parce qu'on connaît, quand on parle de religion, c'est un peu compliqué, vous voyez. Mais calmez-vous, on parle de fiction, on parle de manga, on parle de domo arigato, calmez-vous. Dans le manga, il est présenté comme la mauvaise conscience dans notre tête, qui nous susurre des choses. Comme moi là, je vous susurre des choses là comme ça, vous aimez bien hein, quand je vous laisse comme ça là, en mode ASMR. Arigato, je suis japonais. Il est en quelque sorte omniscient, car il fait partie de chacun de nous, et qu'il connaît tout ce qu'on a fait, même nos désirs les plus enfouis. Ce pouvoir fait qu'Asano le nomme Dieu, à cause de cette faculté. Pourtant, Poun et d'autres personnages n'arrivent pas à faire la différence, du moins à un moment. Lorsque Poun entend son oncle dire que Dieu n'existe pas, il commence à remettre en question cet être et à ne plus le concevoir comme un être supérieur, mais comme une simple voix dans sa tête qui le déprime à chaque fois qu'il s'exprime. Plus ça rime, t'as vu, t'as capté. Du côté de Shimizu, c'est totalement différent. Ce sort de dieu caca, est un simple observateur qui ne prononce aucun mot, comme une sorte d'ange gardien qui le suit. Chacun a son interprétation de Dieu et comment il le perçoit. Ah mais vous êtes encore là vous? Eh ben, en plus c'est pas fini. J'espère que cela a été assez clair pour vous et pas trop long. Les personnages sont vraiment la grande qualité du manga. Ils sont profonds, complexes, tout simplement humains. Personne n'est parfait dans la vie
et c'est ça qui rend vraiment le manga vraisemblable. Avec l'analyse des personnages, on remarque des thèmes importants qui ressortent, notamment l'enfance. En premier lieu, on voit que beaucoup des comportements et des liens sociaux qui viennent de l'enfance sont rapportés lorsqu'ils grandissent. Ce qui est tout à fait normal dans la vie et cela est très bien représenté dans le manga, avec la relation de Punpun et Eiko par exemple. C'est un thème qui nous présente en premier pour ensuite le détruire et le violer avec le passage à l'âge adulte. Je reprends ces mots. C'est une décision prédestinée à nous faire voir l'enfance pour ensuite le confronter au vrai monde de la vérité véritable. Cette cassure vient par exemple des propos de Yuji par rapport à Dieu, de la première rupture et sa première fois. Un autre thème que j'ai noté, c'est la relation humaine en général. Le premier truc qu'on remarque, c'est les relations amoureuses. En effet, c'est l'élément le plus flagrant dans le manga. Pourtant, les relations amoureuses ne sont ni bonnes ni mauvaises, ils sont juste vraies en fait. Oui, il y a des relations qui ne mènent rien de positif. Le couple principal est toxique comme je l'ai dit. Les parents de Punpun aussi, et même le couple de Yuji n'est pas un exemple. Par contre, la relation de Punpun et Sashi est en quelque sorte un bon couple, même si c'en est pas un. C'est ce que l'auteur veut nous montrer en quelque sorte. Pourtant, ce n'est pas les feux de l'amour non plus. Mais cela reste une relation saine où Sashi essaye de pousser Punpun à être une meilleure personne et à tourner la page. Un autre type de relation important, c'est la famille. Je n'ai pas trop abordé cela dans l'analyse perso, mais la famille, c'est extrêmement essentiel dans l'œuvre. Le développement d'un enfant se construit principalement par les parents. Lorsque les parents ne sont tout simplement pas prêts à accueillir un enfant dans leur vie et éduquer dans un environnement sain, cela crée des dégâts et des traumas inévitables. Ce qu'on peut voir avec la famille de Punpun, violence conjugale, père absent et divorce, c'est le cocktail parfait pour un enfant mal en point. Alors ça se bonne huile Punpun, c'est ça? Il n'est pas le seul dans ce cas. Aiko subit aussi des pressions de sa mère et d'un père absent. Seki a également des difficultés avec son père. Shimizu qui aimait tant sa mère mais qui a eu un accident. Malheureusement, tous ces personnages ont un point commun. Ils sont tous dépressifs. Je pense qu'Asano veut tout simplement dire que les relations humaines nous construisent en tant que personnes. Ce qui paraît évident à dire pour être honnête avec vous. Malgré cela, nous avons tous vécu des moments durs. Et entre autres, amène à mon dernier point et le dernier thème, la dépression. Alors avant tout, je n'aime pas utiliser ce terme à tout va, même si j'ai déjà beaucoup parlé de ça sur cette chaîne comme sur la vidéo Omori. Mais en réalité, je n'ai pas ressenti une certaine dépression dans Bonne Nuit Punpun. Je sais que ça paraît étrange en disant ça, j'ai perçu cela plutôt comme une crise existentielle qu'une dépression. L'un n'empêche pas l'autre bien sûr. Je l'ai vu comme si Punpun ne faisait que se remettre en question à chaque fois. Il n'était jamais sûr de ce qu'il est. Il ne fait que vivre dans son passé comme je l'ai mentionné dans sa fiche, et cela a amené à sa perte. Même s'il n'est pas mort, mais aucune rédemption à cela. Je préfère plutôt appeler ça comme une crise existentielle, parce que si on remarque avec Omori, c'est totalement différent comment il traite le sujet. Un point que j'ai totalement oublié de mentionner et qui est indispensable quand on parle de bande dessinée et surtout de manga, le dessin. Oui, je suis con, j'ai oublié de parler de ça. En effet, le dessin est parfaitement en accord avec le propos du manga, et il arrive à transmettre tout cela avec son art. On le remarque très clairement dès le début de l'œuvre, juste avec le chara design de Punpun et de sa famille. Nous voyons sa famille et lui-même à travers ses propres yeux. C'est également pour cette raison que l'apparence de Punpun change. Hormis le fait que l'auteur dit qu'il a la flemme de toujours le dessiner comme un oiseau, je l'interprète que Punpun, à travers l'âge et des événements qu'il vit, il ne devient plus un enfant, tout simplement. Il grandit et évolue. Aussi, comment le personnage principal perçoit les figurants de sa vie est aussi très intéressant, surtout en enfance. Lorsqu'il voit les profs de son école, tous déjantés, ils ont l'air tous fous et irréalistes, surtout comment ils sont dessinés avec des traits du visage très expressifs, limite effrayants. Je pense que cela est juste une interprétation de Punpun, et non pas factuellement ce qui se passe. Lorsque Punpun rend visite à son grand-père malade, il est dessiné de manière très réaliste, comme quelqu'un qui ne fait pas partie de sa famille. Cela est bien normal puisque c'est la première fois qu'il le voit et ne le connaît pas du tout. Si on s'attarde sur les décors, on remarque déjà que c'est très beau, en effet, c'est magnifique, mais le but de rendre ça super réaliste, c'est pour créer un détachement entre le vrai monde et le monde de Punpun, très grossier et enfantin, pour faire comprendre au lecteur qu'il ne se trouve pas dans sa place. Tout est une question de point de vue dans Bonne Nuit Punpun. Si nous avions eu la vision d'un autre personnage à la place, nous aurions une histoire complètement différente. Déjà, on peut remarquer cela. Dans certains passages, nous quittons la perception de Punpun et nous voyons Punpun comme si c'était quelqu'un tout à fait normal, garçon bien habillé, plutôt beau gosse. Avant de conclure, il y a un dernier point que je veux aborder sur ce manga. Eh bien, c'est son découpage.
ou bien sa mise en page si vous préférez. Le découpage est le processus par lequel un auteur transforme un scénario écrit en série d'images pour raconter son histoire. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de choisir avec soin les actions à inclure dans les cases afin que le résultat soit à la fois compréhensible et dynamique. Tout dépend comment l'auteur veut transmettre son récit en action. Cela est comme on peut le voir, la mise en scène au cinéma. Pour illustrer le fait que le découpage est subtil dans ce manga, j'ai pris l'exemple du chapitre 88, qui est d'ailleurs mon chapitre préféré. Presque tout le chapitre est un sort de time-lapse où Sashi et Poun font leur vie tout simplement. Asano illustre cela avec des plans très larges, en recul des personnages, mais aussi aucun dialogue. On se contentera seulement de certaines expressions faciales pour comprendre leurs sentiments et ce qu'ils ressentent à ces moments-là. Mais à la fin, Asano nous surprend en faisant revenir entre guillemets Dieu pour faire montrer que les démons de Poun l'hantent toujours. Malgré des années où il s'abuse, où il commence à avoir de nouveau une joie de vivre, eh bien non, ça se rattrape toujours à la fin. Et il illustre cela avec ces énormes cases noires qui représentent en même temps la manière de penser de Poun, mais aussi les conversations qu'il a avec Dieu et qui peut en gros représenter son lui intérieur. Cela crée un contraste avec le noir des conversations qu'il a en lui, donc il pour du noir techniquement si on peut faire la comparaison, avec le côté très lumineux du début du chapitre. Ensuite, il y a un autre exemple aussi qui marche et qui est plus flagrant, c'est dans le chapitre 131. Dans ce chapitre, il joue encore dans le côté structurel du on nous fait passer un moment très contemplatif, un moment très apaisant, on dirait une sorte encore de joie de vivre. En fait non, ça part en couille. Et dans ce chapitre, c'est le moment où Aiko et Poun s'amusent sur la plage. Un tout dernier exemple pour montrer le génie de Asano, c'est dans le chapitre 94. Il y a un flashback du passé de Seki et de Shimizu. Et la transition de pensée entre le moment présent et le flashback est très malin. La transition se fait avec un fondu noir de 2 bulles de dialogue qui se trouvent dans la page, mais ensuite ça s'enchaîne avec un camion qui passe. Je pense que vous avez compris le parallèle avec l'histoire de Seki et Shimizu si vous avez suivi. Ça nous fait passer le message directement seulement avec les images et c'est exactement ce qu'il doit faire pour un découpage efficace. En résumant, Poun est un manga très riche et qui a un propos assez nihiliste des choses. C'est un manga effectivement déprimant mais qui reste un beau manga à lire, unique à son genre. Cependant c'est pas un 10 sur 10 pour certains. La majeure critique qu'on lui fait c'est d'être ennuyant. Mais vous savez, ce n'est pas un problème. Toute œuvre n'est pas faite pour vous divertir et être agréable. Bonne Nuit Poun n'a pas pour but d'être plaisant à lire. Il faut être conscient de ça avant de savoir ce qu'on lit. Et c'est très bien comme ça. Avoir des œuvres totalement différentes qui te procurent d'autres émotions parce que oui, l'ennui est une émotion qui est exploitable. Il faut juste savoir bien le doser, car c'est très difficile en fait. Pour nuancer un peu cet avis, je comprends et j'entends qu'il y a certaines longueurs. Je l'ai même remarqué durant ma lecture. Principalement lors des apparitions de Pégase de ce que je remarque. À part cela, je vois pas d'autres critiques sur le manga. Personnellement, est-ce que je l'apprécie? Je ne sais pas. Charlie Delta. Je me reconnais pas vraiment sur ce que Asano veut transmettre sur ses personnages. Également, comment il décrit l'univers qui l'entoure à travers les yeux de Poun est extrêmement nihiliste et déprimant. Ce qui me correspond pas vraiment dans la vraie vie, donc je m'attache moins. En effet, il pouvait me toucher avec le passage à l'âge adulte et la vingtaine, mais son approche me convient pas trop. Par contre, sur Solanine, cela m'a beaucoup plus touché. En effet, c'est moins traumatisant. Ça reste triste et réaliste, mais avec des personnages au moins appréciables. C'est pour ça que je vous le recommande fortement pour commencer à comprendre l'univers d'Asano. Celui-là, il est beaucoup plus mainstream, mais pour accrocher, aimer, c'est compliqué. Pour revenir sur Poun, à part Sashi que j'aime bien, 90% des personnages, je les trouve vraiment pas cool, pas du tout fréquentables. Bref, des personnages que je n'apprécie pas dans la vraie vie. De plus, le slice of life, ce n'est pas mon genre de prédilection, c'est pas un genre que je consomme de base. Donc me donner une œuvre comme ça pour commencer, j'avoue, c'est pas le meilleur moyen pour faire apprécier quelqu'un. Mais c'est une œuvre que j'ai trouvée intéressante et j'avais envie d'en parler en vidéo. Le seul truc que j'avais consommé en slice of life avant, c'était des mix avec de la comédie romantique limite, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Comme je l'ai dit, c'est un manga très cool, très intéressant, mais pas fait pour tout le monde. C'est une expérience que je vous conseille fortement d'ailleurs de lire. C'est très intéressant à lire. C'est totalement différent des mangas qui sont super mainstream, super intéressants. Donc voilà quoi, allez-y.